Azarov, le chef de la Bratvarus. Pour y parvenir, elle peut compter sur Miko, son ami d'enfance, chargé d'éliminer le jumeau de Vitaly à Moscou. Sergei se fait passer pour Katrina Leskov, la fille d'un riche négociant russe. Grâce à un plan rodé, elle captive l'intérêt de la Bratva et se retrouve rapidement confrontée à Vitaly, même si le parrain respire le danger. Elle doit bien reconnaître qu'il possède un charme indéniable. Sergei va tout faire pour attiser son désir sans jamais perdre de vue que Vitaly est sa cible, son ennemi, mais endosser une fausse identité, c'est prendre le risque de se perdre soi-même, surtout quand mensonge et réalité se mêlent, une leçon que la jeune femme pourrait bien apprendre à ses dépens. Aux personnes qui veulent vivre sans remords et mourir sans regret. Chapitre 1. Sergei. Je me souviendrai toujours de cette nuit-là, la nuit où ma vie a pris un tournant décisif. Cette même nuit où j'ai perdu une partie de moi-même, la nuit où Sergei, carré d'héros, est devenu un monstre sanguinaire. Je n'oublierai jamais ce que l'on m'a imposé, je n'ai pas eu le choix. Avec le recul des années, je sais que je ne l'aurais jamais eu. Quoi que l'on puisse dire, mon destin était entre les mains d'autres personnes que moi. Je n'ai pas demandé à être ce que je suis devenue aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu tout ça. J'aurais aimé une autre vie. Je sais pourtant que rien ne changera jamais. C'est trop tard. Cette nuit-là, j'ai perdu mon âme d'enfant et personne ne pourra me la rendre. Voilà pour la première page et le résumé de Russian Mafia tome 1. C'est donc une dark romance que j'ai beaucoup aimée. Tempête du Sud de Brittany Setcheri chez Hugo New Romance. Je voulais m'enfuir tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Avenbaro, une petite ville de province avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé, pourtant ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard, les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Jax m'aida à poser mes valises, patient devant mes actes de tristesse. Il approcha mes cicatrices avec douceur. Il fut le calme opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Un nouveau coup de maître de Brittany Setcheri nous a fait rire, pleurer à chaque page. The Book Review. Cet ouvrage est dédié à tous les cœurs meurtris cherchant un peu de réconfort. Ton sort est le sort commun à tous dans la vie de chacun. Il faut que tombe quelques pluies. Henry Adworth Longfellow. 13 ans. Prologue Jax. Ce n'est, excuse-moi si je t'ai contrarié
c'était ma meilleure amie, tout comme toi. Je t'en prie, réponds-moi. Je suis désolée, désolée, désolée. Je n'en peux plus d'être ici, je ne veux plus ressentir ce que je ressens. Tout ça me fait horreur, excuse-moi. Je t'en prie, réponds-moi, je t'en prie, Sun, j'ai besoin de toi. Moon. Tous les livres que je vais vous présenter ont tous été des coups de cœur, donc celui-ci ne fait pas exception. Le soleil de minuit de Lily Blabla. La partie 1. Fin janvier, 16h20. Quelque part en région parisienne, deux étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il voit Milan pour la première fois, triste et seul sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milan a le cœur en miettes. Elle est trempée de la tête aux pieds, pétrifiée par le froid. Pourtant, elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue, depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre, comme deux aimants. Leur rencontre a été décrite. Le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Mais qu'adviendra-t-il de leur histoire naissante quand sonnera le dernier coup de minuit? Aaron, elle pleure, je n'aime pas les gens qui pleurent. Rectification, je n'aime pas voir les gens pleurer. Mais ça fait 10 minutes que j'attends Chris à l'arrêt de bus et qu'elle est là, assise sur un banc sous un arbre, sans capuche alors qu'il pleut, qui reste sous la pluie sans capuche alors qu'il pleut. Elle apparemment. Je n'ai jamais su expliquer pourquoi je n'aime pas voir les gens pleurer aussi loin que je m'en souvienne. Je n'aimais déjà pas voir les personnes de dessin animé pleurer. C'est trop personnel, les larmes c'est à partager avec personne. Je n'ai jamais pleuré devant personne. Je n'ai jamais pleuré avec personne. Je ne suis pas de ces mecs qui se la jouent macho pour se sentir viril. Loin de là. J'aime seulement me retrouver seule face à ma peine et avoir tout le loisir de me dire que ma vie est merdique sans que d'autres viennent me sortir des phrases bateaux qui sont censées me rassurer et qu'ils essaient seulement de se donner bonne conscience. Il est 16h20, je suis arrivée en avance, je suis toujours en avance. Le problème c'est que cet enfoiré de Chris, lui, est toujours en retard. Je le connais depuis toujours, enfin depuis la maternelle. Il pleurait la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était la rentrée des classes et il pleurait parce que sa mère venait de partir. Il avait un bonnet rouge. Je suppose qu'il y a certains avantages à ne pas avoir de mère. Moi j'étais contente d'être là et de pouvoir jouer avec d'autres enfants. Je lui ai arraché son bonnet rouge et il a arrêté de pleurer pour venir me casser la gueule. C'est mon meilleur ami depuis. Je m'étire en bâillant bruyamment alors qu'un quatrième bus passe devant moi. Chris ne devrait plus tarder. J'ai du mal à croire qu'on est déjà vendredi. Cette semaine d'examen est passée à une vitesse folle. Et même si je ne me suis toujours pas remis de mes nuits blanches à bosser, tous les vendredis on va faire un foot avec les gars du quartier à côté de la fac. Alors, j'ai repoussé mes heures de coma réparateur pour honorer ma parole. Même si la météo n'est pas au beau fixe, si ça me permet de ne plus penser au temps. Du temps loin de chez moi, c'est très bien. Mais plus les minutes passent et plus je sens que Chris, lui, n'a pas décalé son rendez-vous avec son lit. En même temps, s'il y a une personne de notre promo qui s'est donné plus que moi, c'est sûrement lui. Je comprendrai qu'il me laisse en plan, mais je lui botterai le cul quand même, par principe. Je n'ai pas lu le chapitre 1 en entier, mais il y a encore pas mal de livres. Donc on continue. Absolu et immobilisé de Margot Dessen. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite. Construite sur les ruines d'une Pologne ravagée, leur vie bascule le jour où ils ont choisi pour être renvoyés dans la zone où rôde la chose. Immobiliser n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais sorti.
Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard. Persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur, leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison, entre guerres de territoire et phénomènes de plus en plus étranges. La zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, les monstres n'est peut-être pas celui que l'on croit. Pour Elisa, parce que je ne serais pas la même personne, que ce livre n'aurait jamais pu exister si tu n'avais pas été ma sœur. C'est à ton tour de prier, je t'aime. Prologue, prime, attente. Novum invenit, passem. La paix retrouvée, devise d'Érite. D'abord il y a eu le noir et le silence. Le monde s'était réduit à une immense boîte sombre que quelqu'un déplaçait sans précaution. Le curus qui nous transportait était plongé dans la pénombre. Pas de fenêtre et aucune lumière interne pour nous rassurer. Malgré la flottaison après d'un mètre du sol, il s'élevait de temps à autre, comme pour éviter un obstacle. Cela arrivait de plus en plus souvent au fur et à mesure que l'on se rapprochait de la zone. Il faisait trop chaud ici. J'avais les mains moites et le front ruisselant de sueur, l'odeur de transpiration qui émanait de certains était insupportable. Les effluves acres s'infiltraient dans mon nez, se répandaient dans ma bouche et se resserraient autour de ma gorge. Personne ici n'osait parler, il n'y avait plus rien à dire. Rien qui pût se prononcer à voix haute, un mélange d'exaltation et d'appréhension émergeait de la pénombre puisant dans son calme apparent. Moi, je brûlais de l'intérieur. Johanna me prit la main qu'elle massa du bout des doigts. Elle n'avait pas besoin de son cérébrum pour discerner mes émotions ou les battements de mon cœur. Elle savait tout simplement. Quant à moi, ne pas l'apercevoir mentalement creusait chaque seconde un vide plus profond dans ma poitrine. Sans cette puce cérébrale qui me connectait au reste du monde, je me sentais affreusement seule, encore le noir et le silence. Je me mordis la langue face à mon ingratitude. Le maréchal était bon et ses choix pleins de sens. Inspire. Cette vérité-là m'empêchait de m'effondrer. Expire. Que penserait Alborn en me voyant ainsi? Inspire. Ces deux mots résonnaient avec la puissance d'un hurlement dans ce calme fiction. Expire. Ne pas douter, même face à un mythe. Mienne sera la nuit de Léanor Lark. Elle est immortelle et en danger, il est humain et bien plus puissant qu'il ne le pense. Sur ses 4 siècles de vie, Grimm en a passé 2 à jouer les vampires au bois dormant. Bien malgré elle, sa malédiction n'aurait pas dû être brisée, mais Alastair Osborne on a décidé autrement. Lorsque le jeune homme l'attire de son sommeil, Grimm découvre notre monde moderne. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques malhérents. Des reines de la nuit, il ne reste qu'elle. Enfin, ça c'est ce qu'elle croit. Accompagnée d'Alastair, qui a le don de faire ressortir d'elle le meilleur comme le pire, Grimm se lance dans une course contre la montre. Elle doit retrouver sa famille et se démener pour ne pas vivre une nouvelle éternité dans l'ombre de sa mère et éviter à tout prix que le passé se reproduise. Entre lien du sang et lien du cœur, il lui faudra choisir. Leur relation semble impossible et pourtant. Allô, l'oiseau de nuit sous les ailes duquel j'ai retrouvé refuge. Day by day and night by night, we were together. Six pieds sous terre, prologue, lui. Si quelqu'un un jour m'avait demandé quel était mon plus grand regret, ma réponse aurait été de ne pas être née femme. 2 semaines à déplacer des gravats dans la ruine de Redcastle. 3 heures pour ouvrir une putain de trappe secrète et je me retrouve comme un idiot au pied de l'escalier qui m'avait mené à la crypte, dans le noir complet. J'avais toujours aimé les mystères de ma terre natale. Ils poussaient avec autant de vigueur que les herbes folles par ici. Je m'étais donc donné pour mission de tous les percer un à un. Seulement ils arrivaient toujours un moment
ou détenir les pouvoirs innés de ma sœur m'aurait arrangé. Même avec les progrès de la technologie, aucune invention n'égale à un soupçon de sorcellerie. Surtout dans une situation pareille où ma lampe torche brillait sans éclairer quoi que ce soit. Le pied quoi. Avec un long soupir, je fouillai dans ma poche et en sortis une longue allumette de bois des âmes et je grattai d'un geste sec sur les marches derrière moi. Bois né de cendres des ancêtres, puisses-tu éclairer le chemin des descendants? Il me fallut 3 tentatives pour que le bâtonnet flambe, mais lorsqu'il le fit, ce fut avec une intensité qui n'avait rien de normal. La flamme, malgré sa petite taille, éclaira les lieux d'une lumière aveuglante, presque de quoi démarrer un barbecue. J'eus un sourire de gosse le jour de Yule. 3 décennies à peigner dans la magie m'avaient enseigné quelques tours utiles. Rien de dingue comparé à ce dont n'importe quel sorcière du Coven Earthborn était capable, mais assez pour me débrouiller comme un chèvre dans la plupart des situations, enfin à peu près, pour survivre en tout cas. Magnolia Parks de Jessa Hastings. Elle est belle, riche, égocentrique, légèrement névrosée et appartient aux autres sphères de la société londonienne. Il est le bad boy dont tous les paparazzi de Grande-Bretagne s'arrachent la photo et il lui a brisé le cœur. Pourtant Magnolia Parks et PJ Ballantyne sont faits l'un pour l'autre, tout le monde le sait. Elle sort avec d'autres personnes pour le tenir à distance. Il couche avec d'autres filles pour se venger. Malgré leurs vaines tentatives pour tourner la page, ils finissent toujours dans les bras l'un de l'autre. Mais ce cercle vicieux laisse des traces indélébiles. Dans leur existence, elle les confrontera à la question fatidique. Combien d'amour a-t-on dans une seule vie? Chapitre 1. Magnolia. Il vient se placer derrière moi et tire légèrement sur ma robe. Jean noir trasheur de chez Amiri, ultra déchiré aux genoux évidemment. Vans noir et t-shirt Givenchy noir et blanc. Je contemple mon reflet dans le miroir de sa chambre. Penche la tête, plisse les yeux et feins d'être la seule fille à m'être retrouvée dans cette pièce récemment. Je vérifie que la chaîne sur laquelle je porte sa bague disparaît sous mon vêtement, contre ma peau, pour que personne d'autre que moi et probablement lui plus tard ne puisse la voir. Puis le col Claudine de ma robe enceinte d'un jacquard à fleurs rouges, bleu et blanc. Miaou miaou, dis-je en croisant son regard dans la glace. J'adore ses yeux. J'ai couché avec un mannequin Miaou miaou la semaine dernière, lâche-t-il d'un air détaché. Je hais ses yeux, je lui lance un bref regard furieux, je déglutis, tandis que je reprends contenance et me compose un sourire indifférent. Je m'en fous. Nos regards se croisent et nous restons ainsi un moment pendant un instant. Et ce n'est pas seulement ses yeux que je déteste, mais sa personne tout entière. Parce qu'il me connaît mieux que quiconque, parce qu'il est capable de me bercer à jour. Quoi que je dise, parce qu'il a été avec d'autres femmes que moi, il hausse les épaules avec nonchalance. Par il, je veux dire PJ Ballantyne, mon premier tout. En fait, amour, amant, chagrin d'amour. Il est le stéréotype même de l'Apollon avec ses cheveux bruns, ses yeux verts. Le plus beau mec de Londres, paraît-il, opinion que vraisemblablement je partage. Dans ces bonjours, mais pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Vous savez déjà qui il est. Je sais que tu t'en fous. Distraitement, elle fait courir sa langue sur ses dents. Une habitude quand il est contrarié, et je vois bien qu'il l'est. Mais une fraction de seconde seulement, car aussitôt son expression s'adoucit, comme toujours avec moi. Tu avais un copain à ce moment-là, Parks. Il cherche à capter mon regard, mais je ne lui permets pas, car j'aime lui faire croire que ma tension ne lui est pas acquise. Bien sûr. Je cligne des yeux avant de répéter, je m'en fous. D'accord, soupire-t-il faussement las. Tu as sorti le bouclier, hein, marmonne-t-il. C'est ce que disent les garçons entre eux lorsqu'ils voient que je me referme sur moi-même, protégeant farouchement l'accès à mes sentiments à quiconque essaierait de les déchiffrer. Il me lance un autre regard me signifiant qu'il sait que je mens et nos cœurs interprètent une impasse mexicaine à travers nos yeux. Tu me manques, lui avoue mes paupières en morse. Je t'aime toujours, me répond le de mes sourires mesques. Qu'est-ce qui sa bouche parfaite? On est déjà à la moitié des lectures. On a ensuite Addicted to You de Krista et Becca Ricci. Personne ne pourrait soupçonner le secret de Lily Calloway dans
de danse. Lily, elle est aux toilettes pour baiser, des coups d'un soir torride dont elle a honte et qu'elle regrette aussitôt le lendemain. Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre un penchant tout aussi inavouable. Pour Lorraine, elle, sa meilleure amie et sa bouteille de bourbon. Lily n'est pas loin derrière. Cela fait 3 ans qu'ils font semblant d'être en couple, cachant leur addiction respective à leur famille. Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Lorraine s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble pour de vrai ne serait pas préférable au mensonge. Et si le véritable vice de chacun était l'autre. Je me réveille, t-shirt sur un tapis à poils longs, short jeté sur une commode et je crois bien que j'ai égaré ma culotte pour de bon. Quelque part entre les plis des draps ou peut-être derrière la porte. Je ne me rappelle pas à quel moment je l'ai enlevé ni même si c'est moi qui l'ai fait. C'est peut-être lui qui m'a déshabillée. Je sens la chaleur me monter jusqu'au cou. Quand je suis de l'Apollon endormi un plomb avec une cicatrice le long du pelvis, il se tourne légèrement face à moi et je me fige. Paupières toujours closes, il s'agrippe à l'oreiller tout ensommeillé, embrassant presque le tissu blanc. Il laisse s'échapper des ronflements sonores, bouche ouverte, et la forte odeur d'alcool et de pizza pepperoni flotte tout droit jusqu'à moi. Punaise, j'ai le don pour les choisir. Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash, prête à assumer cette aventure d'un soir. Elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures, la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Prologue, Sky, Game Over. Je suis abasourdi, presque paralysé. Le soleil de fin d'après-midi dessine des liserés oranges à la cime des arbres. Mais je n'oublie pas que nous sommes dans un cimetière et que celui ne symbolise qu'une chose, la fin. Pourtant j'ai encore de l'espoir. Je ne comprends pas H. Comment peux-tu encore me tenir à l'écart? Je suis désemparée, il me regarde avec un air de défi. Placardé sur son visage, le moins que l'on puisse dire c'est que l'idée de me rejeter ne suscite chez lui aucune émotion. Sa détresse, il l'a enfui au plus profond. Il est sur la défensive. Cite-moi une seule bonne raison pour laquelle j'aurais dû ne pas le faire. Tu es sérieux là? Ces mots me brisent un peu plus. Je m'imaginais pas que la situation prendrait un tel tournant, qu'il me repousserait aussi violemment. Je ne pensais pas que ça me ferait aussi mal. Mes mains se mettent à trembler, c'est trop dur à supporter. Pas de compte à rendre, à se rendre, tu te souviens? J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout seules sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois c'est comme ça que je me sens, comme une supernova, et sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles, mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Maria Lino. Partie 1, effondrement. Chapitre 1, début de l'été. La braise de ma clope rougeoie un instant puis s'éteint. Ma voiture empeste le tabac froid et le vieux vaporisateur, à la vanille que ma mère m'a laissé dedans avant que mon oncle ne récupère la caisse pour moi. Malgré l'odeur rance qui s'en dégage, je n'ai pas eu le courage de m'en débarrasser. C'est-à-dire que je suis lâche. Je remonte ma vitre à grands coups de levier manuel et je claque la portière en sortant. Dehors le ciel est clair, mais l'air est doux,
10 heures du matin et j'ai déjà l'impression de brûler dans les flammes de l'enfer. La moiteur de la Nouvelle-Orléans s'infiltre partout dans ma nuque, sur mon ventre, au creux de mes pommes. Mais ça, je me demande si c'est vraiment dû à la météo. J'écrase mon mégot sur le bitume quand je les vois devant une maison rose aux colonnades kitsch. 4 silhouettes s'affairent autour d'une Volvo cabossée. Nate marche le long du trottoir en parlant à son téléphone, sans doute pour tenir ses abonnés Instagram informés du road trip dans lequel on s'embarque. Kenna, elle est debout sur le dos de la voiture à encourager Kurt et Jagger qui font des allers-retours pour charger les valises. Dans le coffre, elle m'aperçoit au moment où je traverse la route, une main en visière au-dessus de les yeux. Elle s'écrie: Fine, on finissait par croire que t'allais pas venir. Comme si tu m'avais laissé le choix, lançai-je, mais c'est un mensonge. Et on passe au dernier livre, qui est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est d'autre que son plus grand rival, Roman Keats. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions des puissances divines, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Prologue. Une brume froide s'était drapée sur la gare comme un linceul, et Iris Winnow trouvait ce temps tout à fait adéquat. Dans le crépuscule, elle discernait à peine le train, mais elle en humait l'arôme dans l'air du soir. Métal fumé, charbon qui brûle, le tout mêlé d'un soupçon d'herbe mouillée. Ses chaussures glissaient sur le quai en bois, luisant de flaques d'eau et de tas de feuilles en décomposition. Quand Forrest s'arrêta à ses côtés, elle s'immobilisa également, comme si elle était son miroir. On les prenait souvent pour des jumeaux, avec leurs yeux noisettes écartés, leurs cheveux bruns bouclés et les taches de rousseur dont étaient mouchetées leurs nez aquilins. Mais Forrest était grand et Iris menu. Il avait 5 ans de plus qu'elle et pour la première fois de sa vie, Iris aurait voulu être la plus âgée. Je ne serais pas parti longtemps, dit-il, quelques mois tout au plus. Son frère la regarda dans le jour déclinant en attente de sa réaction. C'était le soir entre chien et loup, quand le ciel commença à se saupoudrer de constellations, et que la lumière vacillante de la ville prenait vie en réponse. Iris en ressentait l'attraction, la mine soucieuse de Forrest, la lueur dorée qui illuminait les nuages bas. Et cependant, ses yeux vagabondaient à la recherche d'un prétexte, d'une raison de battre des paupières pour chasser ses larmes avant que Forrest ne les voie. Elle avait à sa droite une soldate, une jeune femme vêtue d'un uniforme parfaitement amidonné. Une pensée folle traversa l'esprit d'Iris et dut se refléter sur son visage, car son frère s'éclaircit la gorge. « Je pourrais t'accompagner, dit-elle en soutenant son regard. Il n'est pas trop tard, je peux m'enrôler. Non, Iris, répondit sagement Forrest. Tu m'as fait 2 promesses, tu te souviens? 2 promesses vieilles d'à peine un jour, et Iris fronça les sourcils. Comment pourrais-je les oublier? Et bien voilà pour la lecture des résumés et d'une partie des premiers chapitres de mes livres préférés. C'est une liste non exhaustive, bien sûr, il y en a plusieurs. Mais là, j'ai fait une sélection de ceux que j'ai pris en